14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant ces 2 heures. Nous sommes le 11 septembre, c'est vrai que c'est une date importante. On se souvient tous de ce qu'on faisait ce 11 septembre dans l'après-midi quand les tours à New York se sont écroulées. Eh bien moi j'étais à l'antenne, c'était ma toute première année, donc je m'en souviens évidemment beaucoup. Jean-Charles Bouchou est à mes côtés, c'est mon invité aujourd'hui. On pourra d'ailleurs, pourquoi pas, essayer de voir si ça a été réellement un tournant dans ce monde occidental, cet événement qui nous a évidemment tous marqués. Mais nous allons surtout évoquer les pervers narcissiques. Jean-Charles Bouchou, vous avez été un des premiers à écrire un livre sur les pervers narcissiques. Hein, oui. Peut-être pas le premier, bien sûr, mais un des premiers. Ce livre avait bien marché et 17 ans après, le voilà qui ressort en poche aux éditions Erol. Les pervers narcissiques, tout simplement. Et c'est certainement un livre qui peut intéresser beaucoup de monde parce qu'évidemment, on remarque peut-être que de plus en plus de gens sont un peu comme ça dans cette perversion narcissique, sans doute parce que l'éducation laisse un petit peu à désirer dans bien des familles. Bref, ce qu'on va essayer de voir particulièrement aujourd'hui avec vous, Jean-Charles Bouchou, c'est comment ils fonctionnent. Vous allez nous expliquer comment ils fonctionnent, quels sont leurs mécanismes de manipulation et puis surtout comment s'en protéger, comment les repérer. Et si vous avez envie de témoigner ou de poser des questions, vous nous appelez au 0826 300 300. Il y aura également la possibilité d'envoyer un SMS, Brigitte 7 20 18. Alors, comment ça fonctionne, un PN ? Un pervers narcissique. Je ne crois pas que ce soit tellement un problème d'éducation. Pour moi, les mécanismes de défense employés par une personne qui sont des mécanismes de défense pervers narcissiques sont là pour la protéger de la folie. C'est-à-dire que sans cela, il basculerait dans la folie, dans la schizophrénie, dans la psychose. Donc on est bien au-delà de l'éducation. Sûrement l'éducation joue Oui, on est bien au-delà de l'éducation, bien sûr. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est mal éduqué, s'il n'est pas borderline, comme on dit, s'il n'est pas à la limite de la folie, il n'y a pas de raison qu'il emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Il sera grossier, c'est pervers. Il ne respectera pas les gens autour de lui, c'est pervers. Mais vous allez voir que la perversion narcissique, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Moi, j'aime bien cette image de vampire, comme s'ils avaient besoin de se nourrir de la substance de l'autre pour tenir. Oui, se nourrir de la belle image de leur victime et en même temps projeter à l'intérieur d'eux leur propre sentiment de nullité. Vous voyez, c'est un petit peu, je vous le démontrerai si vous voulez, c'est un peu comme une schizophrénie. Rappelez-vous le Dr Jekyll et Mr Hyde. Absolument. Vous savez, 2 personnes en une seule. Mais au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, elle va se jouer à l'intérieur d'un couple. Alors, d'un couple qu'on se comprenne, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple parent-enfant. Il existe des enfants symptômes. Dans le travail. Au travail, parfois, ça se joue très bien. Il faut qu'il y ait un lien difficile à rompre, qui est donc le lien de subordination, le lien amoureux ou le lien filial. Et la schizophrénie va se jouer à l'intérieur du couple au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet. Mais vous verrez, on fera souvent le lien, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense schizophrènes. Mais encore une fois, au lieu de se jouer dedans... Ce qui explique d'ailleurs que ça sert à rien d'essayer de communiquer ou de les envoyer consulter, parce que de toute façon, ils sont fous. Donc, oui. Puis d'autant plus que vous êtes leur médicament, c'est vous leur médicament. Et si vous leur dites, tu devrais consulter, ils vont vous répondre, non, c'est toi qui as besoin de consulter. Exactement. C'est toi qui portes la mauvaise part. Je suis le bon Dr Jekyll, tu es le vilain Mr Hyde. Pourquoi est-ce que j'irais me soigner ? Mais ce que vous dites est très très intéressant et important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien de va-et-vient qui se passe entre le pervers et sa victime. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que les victimes sont souvent démunies parce qu'elles comprennent pas. Ah non. Ça rend fou, Elles deviennent à leur tour étrangement, le pervers narcissique admire sa victime et il en est jaloux. Imaginez, vous avez une très belle compagne ou un très beau compagnon, waouh, vous l'admirez, mais en même temps, on vous dit, mais qu'est-ce que cette personne fait là avec moi ? Et naît de là une jalousie, et vous allez avoir envie de le rabaisser. C'est un petit peu ça. Et en même temps, quand vous allez vous promener avec, vous êtes content de briller des qualités de l'autre, que vous ne lui attribuez pas. Ça,
Voilà, quoi. C'est donc très compliqué. Et la seule solution, c'est de fuir. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'on ne peut pas les changer, hein, il faut bien comprendre. Non, on ne les changera pas. Alors, ça les mettrait trop en danger. Parce que pour avancer, nous en parlions hors antenne, c'est très difficile de faire une thérapie. Pourquoi ? Parce que si j'ai un fond dépressif, par exemple, il va falloir que je rentre dans ma dépression. Vous voyez, c'est comme le héros qui arrive au bord d'une forêt, il doit rentrer dans la forêt, traverser la forêt. Pourtant, la forêt, elle est peuplée de monstres et d'araignées qui ne demandent qu'une chose, c'est de le manger. Il faut rentrer dans la forêt, il faut la traverser. Lui, il peut pas. Il peut pas, ça le mettrait trop en danger. S'il était face à sa dépression, il s'effondrerait. Oui, ça le tuerait. Donc c'est important de comprendre bien que c'est quelque chose qui se joue à deux, parce que souvent la victime ne comprend pas ça. Je pense que c'est la première chose à comprendre. Oui. Ça se joue à deux, et la seule solution, c'est de fuir. Il n'y en a pas d'autre. Et après s'interroger, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça ? On rencontre jamais personne par hasard. Donc non pas lui, mais la situation est venue m'enseigner quelque chose. La situation n'est pas anodine par rapport à la personne, parce que tout le monde ne tombe pas sur des pervers narcissiques. Pas forcément, pas forcément. Oui. Et puis ce qui est intéressant aussi, et ça je crois qu'on en parlera plus tôt demain, c'est le phénomène de répétition. C'est-à-dire je rencontre quelqu'un de pervers narcissique, j'arrive à sortir de la situation, et quand je vais rencontrer une nouvelle personne, de nouveau, elle est perverse narcissique. Il va donc bien falloir que je me pose la question du pourquoi je rencontre des personnes comme ça. Alors il y a quand même le cas des enfants. Quand on a eu un parent pervers narcissique, on n'y est pour rien. Là, on n'a pas fait le choix. Ou alors on parle de réincarnation, mais ça c'est un autre sujet. Vous êtes bien d'accord ? Là, nous en parlerons plus précisément demain. Ça se joue sur un trauma. C'est-à-dire que j'ai un trauma qui fait que je vais revivre à nouveau quelque chose de ressemblant à la période du trauma pour pouvoir m'en libérer. Malheureusement, c'est que quand le trauma s'était présenté dans ma petite enfance, j'avais refoulé ce traumatisme et mis en place des mécanismes de défense. C'est-à-dire que je vais penser à autre chose, quoi, tout simplement. Ou je vais faire des choses pour ne pas penser à cela. Et quand on revit dans notre vie le même trauma, au lieu de le vivre, on va remettre en place les mécanismes de défense pour l'éviter. Donc il va falloir rentrer dedans. Il faut rentrer dans la forêt. Moi, je vous entraîne dans une forêt sombre. Oui, de toute façon, pour aller mieux, il faut affronter ses démons. Voilà, il faut accepter de voir ce qui ne va pas chez nous. Sinon, on continue à se servir de ces défenses qu'on a mis en place. Bien sûr, puis en plus, c'est une bonne nouvelle, parce que quand on l'a traversé, la forêt, le paysage de l'autre côté est magnifique. Et on est libéré. Ouais. Et on a gagné en énergie. Si c'est la forêt amazonienne, il faut un peu de temps. Il faut un moment. Oui, je la connais bien. Enfin non, je la connais pas bien, je la connais un peu. Mais il faut un moment pour la traverser, oui. On va parler de tout ça avec vous. Alors j'imagine qu'on aura évidemment beaucoup de témoignages. Attention aussi, et peut-être que ça c'est important de le signaler en introduction, on est parfois avec des gens un peu pervers, des gens un peu manipulateurs. Ne mettons pas tout de suite l'étiquette de pervers narcissique, c'est réellement un cas, une personnalité très particulière. Oui. Nous allons nous intéresser aux pervers narcissiques, mais malgré tout, quand je reçois quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai affaire à un pervers narcissique, moi j'entends quelqu'un qui me dit je souffre. Donc je lui donne pas un cours sur qu'est-ce qu'exactement un pervers narcissique. Non, bien sûr. J'entends sa souffrance et j'essaye de voir avec quoi c'est en lien dans son histoire. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. De ce livre en poche aux éditions Erol, Les pervers narcissiques. Et à ce sujet, je précise que vous allez faire 2 conférences sur les pervers narcissiques et les mécanismes de défense. La première, c'est le 3 octobre, ce sera à Marcillargues. Marcillargues dans l'Hérault, à côté de Lunel. Voilà. Et l'autre, c'est le 18 octobre à Périgueux. Oui, donc, avec des ateliers aussi. Oui. Voilà, donc si vous avez envie d'assister à ces conférences et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas, Jean-Charles Bouchoux fera ces 2 conférences le 3 et le 18 octobre. Céline, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. Bonjour, donc je tenais à apporter mon petit témoignage. Pourquoi petit ? Petit. Non, votre témoignage. Je ne veux plus dans cette émission entendre ce mot petit. Ouais. Allez, on se redresse. Céline, vous êtes unique. Votre témoignage. Voilà, donc moi j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée en couple pendant 8 ans, tout de même. Et donc la rencontre s'est formidablement bien passée.
D'ailleurs, j'étais très étonnée de rencontrer... Quelqu'un d'aussi extraordinaire. Hein. Que ça. Oui. Et je me disais... bon, sachant que j'avais eu une petite vie sentimentale avant, je me disais, bon, on laisse la chance à la chance et pourquoi pas, oui, peut-être t'as trouvé ta perle rare, enfin, voilà. Donc, j'ai décidé au bout d'un an de relation, donc, d'aménager chez lui. Il n'était pas sur la même région que moi. Donc, j'ai déménagé, j'ai changé de travail, etc. Et je vais dire que dès que j'ai posé, quasiment dès que j'ai posé le pied chez lui, je sais pas, au fond de moi, j'ai ressenti quelque chose d'un coup qui avait changé, comme s'il y avait eu une bascule à ce moment-là. Vous étiez devenu sa proie. Eh ben, je sais pas, parce que à ce moment-là, j'étais pas bien informée. Et quand on vit ce genre de choses, eh ben, si on n'est pas informé, on se pose tout un tas de questions. Et donc j'ai senti la bascule à ce moment-là. C'est-à-dire que bon, j'étais là, oui, mais oui, bon, j'étais sa moitié, on va dire, mais j'avais l'impression d'être moins intéressante pour lui. Je veux dire en habitant dans sa maison. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est malheureusement toujours le même scénario. Hein. C'est quelqu'un qu'on trouve extraordinaire. Du coup, on va s'installer chez lui. Et puis une fois que vous êtes chez lui ou chez elle, hein, d'ailleurs, parce que les femmes aussi peuvent être perverses, narcissiques, eh bien, le travail de sape commence. Oui, vous avez le cas bien connu de Don Juan. Don Juan séduit les femmes, mais une fois qu'il les a séduits, elles ne l'intéressent plus. Et à ce moment-là, il passe à autre chose. C'est pour ça qu'il a des milliers de conquêtes, je crois. Mais en fait, ça faisait un va-et-vient, comme vous disiez tout à l'heure sur l'antenne. C'était un va-et-vient constant. C'est-à-dire, je m'éloignais, entre guillemets. Je veux dire, il refaisait tout pour que je me rapproche, me rassurant, mais non, etc. Enfin, me rassurant par des cadeaux, des restaurants. Enfin, on avait une belle vie. Et l'instant d'après, hop, changement de face, en fait. C'est quelqu'un qui, petit à petit, hein, parce qu'on s'aperçoit pas, c'est pas d'un bloc, ça arrive pas d'un bloc sur sa tête, en fait. Petit à petit, j'ai senti que j'étais critiquée à mon insu à l'extérieur par la personne qui, soi-disant, m'aimait par-dessus tout. Et je sentais qu'il y avait... Alors, je savais pas mettre des mots, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous le mettiez en danger. Je crois qu'il vous admirait et vous le mettiez en danger. C'est ce que je proposais déjà en première partie. À un moment donné, il vous admire, mais il se dit, est-ce que moi, je vaux tellement le coup? Et en fait, vous le mettez en danger. Alors, quand vous êtes là, vous êtes critiqué, et quand vous voulez partir, à ce moment-là, vous êtes séduite. C'est ça, hein? C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors on entend deux mécanismes pervers, au passage je les note, hein. Le clivage, c'est-à-dire le fait d'être coupé en deux, le gentil et le méchant, le séducteur et celui qui vous critique, et l'isolation, si vous avez été isolé quand vous étiez avec lui? Je me suis isolée seule finalement, puisque c'est moi qui ai décidé de quitter ma région et de partir un petit peu loin de ma famille. Donc quelque part, il n'avait même pas besoin. Il n'a pas eu besoin puisque. Non, puisque je me suis retrouvée toute seule. Mais il vous a pas aidé à trouver des amis. Il vous a pas aidé à recréer du lien social, vous voyez. Ah non, au contraire, non. Au contraire. Il y a une personne du voisinage on avait quasiment le même âge, hein, qui est venue très rapidement, qui était contente et tout ça, d'avoir une voisine avec qui parler. Parce que moi, j'ai des facilités pour lier connaissances avec les gens, etc. Et en fait, il avait toujours quelque chose à lui reprocher. Elle allait jamais, en fait. Il s'était même disputé avec elle. Il y avait des attitudes et puis des façons de s'inventer des choses. Je veux dire, sur le plan est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez été attiré par cette personne et pourquoi vous êtes... Oui. Qu'est-ce que vous nous diriez? Après coup, je me suis documentée. Alors vers la fin, j'étais encore avec lui et je crois que j'ai entendu un reportage sur une chaîne de télé et je me suis dit mais
en fait, ça décrit un peu ce que je vis. Et donc, j'ai tout de suite acheté des bouquins pour me documenter. Donc, je me souviens plus. Peut-être c'est le vôtre, d'ailleurs. J'espère bien. Je m'en rappelle plus. Voilà, je m'en rappelle plus la personne qui l'a écrit. Mais en fait, en détaillant le livre, après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça. Alors oui, alors après, bon, il y a eu la rupture. Il est parti de lui-même, il est parti vers quelqu'un d'autre. Je me suis tout de suite dit, en fait, tu l'as démasqué au fur et à mesure. Je pense qu'il était très mal de ça. Et je pense qu'il a trouvé finalement, entre guillemets, une autre personne avec un caractère moindre, parce que moi j'ai quand même même si ce qui est une grande chance, hein, parce que c'est pas fréquent. C'est ce que je me suis dit parce que franchement, je me suis dit tu vas faire une dépression. Enfin, je me le disais. Hein. Je me disais c'est en train. Mais vous de n'avez pas sombrer, répondu finalement à ma question. Vous avez dévié. Alors je vais y répondre, Brigitte. Alors je pense que j'ai eu une vie de petite enfance, d'adolescence un peu cabossée. J'avais pas de point de repère et surtout pas d'amour maternel, ne connaissant pas mon père biologique, n'ayant jamais rencontré mon père biologique, et donc pas d'amour maternel. Et je pense que c'est compliqué de se construire sans guide quelque part, etc. Et je pense qu'en fait, je suis une personne, et je pense encore à l'heure actuelle, je pense que je suis une personne à la recherche, de l'amour, mais de l'amour qui protège, qui... Vous cherchez un papa? Pas forcément, non. L'amour qui protège. Un ami, un papa, un amant, je cherche quelqu'un qui protège, qui apporte de l'amour. En tout cas, c'est votre faille dans laquelle il a pu s'engouffrer. Oui. Ça, j'en suis persuadée. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un travail sur soi, de trouver la sécurité à l'intérieur de soi pour pouvoir rencontrer l'amour sans attente? Sans attendre que l'autre nous protège, que l'autre fasse ceci pour nous ou cela pour nous. Un amour simplement amoureux, quoi. Alors Jean-Charles, vous avez dit tout à l'heure que quand on est face à ce genre de relation, finalement, oui, j'ai fait un travail sur moi, puisque maintenant ça fait 5 ans, un petit peu plus de 5 ans que la relation est terminée. Pendant ces 5 ans, je suis restée célibataire. Bien. Voilà, j'y suis encore. Et je m'étais promis que tant que je me reconstruirais pas et que je comprendrais pas les choses et ce qui m'a amené sur ce chemin, finalement rien ne servait de prendre une relation pour prendre une relation par dépit. Alors oui, j'ai fait un travail sur moi, oui, je me suis recentrée sur moi. Et finalement, comme je le dis, je me réalise et petit à petit, je me rends compte que j'ai pas besoin forcément de l'approbation, je veux dire d'être aimé des autres ou d'être reconnu des autres. Donc vous avez plus tellement besoin de protection. C'est ça en fait. C'est bien, c'est formidable. Hein. Oui. Et là, on peut rencontrer l'amour pour l'amour, parce qu'un conjoint, en fin de compte, ça sert à rien. Idéalement, l'amour. Sauf s'il est plombier. Idéalement, en effet, l'amour, c'est un truc en plus. C'est ça, c'est inconditionnel. Évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Céline, de votre témoignage. On va se retrouver. De rien, Brigitte. On est content de vous retrouver d'ailleurs sur les antennes. Eh ben, merci. Et même moi aussi, je suis contente de vous retrouver. On va se retrouver pour le Love Conseil, être en présence. Voilà le Love Conseil du jour. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0820. On dit toujours qu'il est nécessaire de veiller à vivre dans l'instant présent sans se laisser submerger par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Alors ça, c'est compliqué parce que quand on écoute les gens, on voit bien que ça ressasse le passé ou ça s'angoisse du futur. Hein. C'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Il n'existe que l'ici et maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas.
Et voilà. Et donc pour ça, c'est important d'accepter les émotions qu'on ressent à l'instant présent. C'est important d'être en relation avec son corps pour sentir ce que notre corps nous envoie comme message. Et même nos sentiments, hein, c'est important de bien les ressentir, même si parfois c'est inconfortable. Et puis en revanche, il faut jamais prendre nos pensées pour des vérités absolues. Oui. Parce que nos pensées, c'est justement elles qui vont nous faire croire que l'avenir va être terrible, que le passé, il est encore présent. Enfin bref, c'est nos pensées finalement qui nous aident à rester dans le passé ou à aller dans le futur. Oui. Tandis que nos ressentis, ils nous permettent d'être... On ne peut ressentir que l'ici et maintenant. Et voilà, donc c'était pour ça déjà, vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, il y a ce que je pourrais appeler le soi observateur qui se différencie du soi penseur. Oui. Ça vous va ? Bon, je continue. Donc le soi observateur, il observe nos phénomènes intérieurs, de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, notre météo personnelle. Enfin bon, on y met les mots qu'on veut. Et notre soi observateur et notre soi personnel, il nous permet de jamais transiger, avec nos valeurs, parce que c'est nos valeurs qui définissent ce qui compte vraiment pour nous. Bien sûr. Donc tout ça, c'est important. Et est-ce que notre cœur désire, est-ce que nous avons envie d'accomplir, ça, ce sont nos vérités, nos valeurs, si vous préférez. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre nos actes et nos comportements en alignement avec nos valeurs. Et à partir de ce moment-là, notre vie sera peut-être guidée par nous-mêmes, nos propres valeurs, et ça donnera du sens au lieu de suivre comme ça bêtement ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend de notre famille, etc. On ne peut jouir que dans l'ici et maintenant. Ça, c'est sûr. Ah. Voilà, donc c'est ça être en présence, parce qu'on entend parfois des gourous nous raconter des tas de choses. Non, c'est très simple d'être en présence. C'est très simple. C'est la concentration, la clé. Concentrer sur l'ici et maintenant. Concentrer sur son corps, sa respiration, ce que l'on est en train de vivre et effectivement lâcher les pensées. Florence, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Florence. Bonjour. Donc vous avez vécu avec un PN aussi, c'est ça ? Alors, ce n'était pas au sein du couple, c'était dans le travail. Bien sûr. Et c'était un supérieur très puissant puisque c'était le patron. Bien sûr, oui. Et c'est peut-être parfois plus complexe encore parce qu'on s'en rend peut-être moins vite compte quand c'est au niveau du travail, peut-être. Oui, parce qu'on n'a pas d'investissement émotionnel. Affectif, oui. Affectif. Alors, émotionnel, si, je pense qu'il y a des émotions dans les relations. Sans doute l'envie de réussir à bien faire son travail. Oui, ou la peur de mal faire. Et un besoin de reconnaissance quand même. Absolument. Donc, oui, absolument. Parce que la racine du mot patron, c'est pater. Pater, c'est le père, on y revient. Oui. Donc c'est pas anodin du tout. Oui, tout à fait. On a envie de plaire à ce patron qui se présente vraiment sous ses plus beaux jours et ses plus beaux atours. Il correspond exactement à ce que vous êtes. Il est le modèle que vous voulez atteindre, etc., etc. Enfin, on est vraiment dans un schéma de tout est beau, tout est merveilleux, vous avez trouvé la bonne personne. Oui, et puis il faut reconnaître qu'ils sont souvent très brillants, ces personnes-là. En apparence. Charismatiques. Absolument. Ayant énormément d'amis. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu seul quand on est face à ce genre d'individu très brillant socialement. Oui, je crois qu'il est important de dire que une personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques n'a pas besoin de beaucoup de victimes. C'est-à-dire qu'il va, au contraire même, il va chercher à briller aux yeux de tout le monde, et ce qu'il cache de lui, c'est-à-dire ses défauts, entre guillemets, ce qu'il refoule, il va l'attribuer à sa victime. Donc ça peut être un subalterne, je le disais tout à l'heure, un subalterne, un enfant ou un conjoint. Et c'est tombé sur vous. Oui, c'est tombé sur moi, malheureusement. Et c'est d'autant plus pervers, si je puis dire, c'est que vous avez été sa victime, donc vous allez nous raconter tout ce qu'il vous a fait subir, mais certaines de vos collègues ont pu continuer à l'admirer, puisqu'elle n'était pas sa victime, donc elle ne comprenait pas pourquoi vous en êtes peut-être plainte, vous voyez. Et très souvent, il s'en prend au plus brillant, parce que c'est lui qui le met en danger.
Oui, d'ailleurs, dans les réunions, ce qui était assez pervers, c'est qu'il me présentait, vous savez, le monde du travail est très concurrentiel, et il me présentait vraiment comme le soleil de l'entreprise. Vous voyez, la personne à abattre, en gros. En réunion, j'avais carte blanche, il avait pleinement confiance en moi, alors que dans le secret des réunions professionnelles, il me mettait en boîte devant les fournisseurs de manière très méchante. Vous voyez ? Et puis ces petites choses-là... Oui, ce fameux chaud et froid... Oui, puis un secret susurré au creux de l'oreille. Il n'y a que vous qui l'entendez. C'est comme, par exemple, jouer l'emphase avec vous alors que vous êtes dans un moment où vous ne vous supportez pas parce qu'il est en face d'une collègue qui veut vous mettre... voilà, avec laquelle il veut vous mettre en concurrence. C'est vraiment subtil, pervers, ça prend sa place dans le temps, et malheureusement, plus on reste dans le temps, plus le jeu dans leur tête se forme complètement, et vous n'êtes plus qu'une donnée de leurs problèmes. Vous êtes totalement déshumanisé. Et puis, ce que j'ai vu de terrible, en fait, c'est que, ayant fini de jouer avec moi, il a embauché une jeune femme et je l'ai vue emprunter le même chemin que moi, à savoir la prise de poids massive. Et puis enfin bon, je l'ai vue traverser exactement les mêmes choses. Et ce qui est encore terrible, c'est l'impuissance, parce qu'il place le jeu de telle manière que quand vous voulez aider une personne, elle est persuadée que vous le faites par jalousie. Vous comprenez ? Bien sûr. C'est la dernière personne, au fond, la victime, que vous pouvez aider, parce qu'il la place dans une telle position psychologique que toute aide à l'extérieur sera vue par cette personne comme une agression. Et ça, je crois que ça m'a démoli, totalement. Oui, non, mais on entend bien encore toute l'émotion dans votre témoignage. Ça fait 3 ans, j'ai beaucoup de mal à en parler encore. Ouais. Oui, mais merci de prendre la parole, parce que là, on voit vraiment une relation avec un pervers narcissique qui n'est pas dans le couple et qui, au fond, vous a certainement énormément blessé et fait perdre votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Oui, alors heureusement, l'amour était là, et j'ai eu la chance d'avoir un homme extraordinaire qui m'a épaulée, mais je crois que seule, je ne m'en sortais pas. Et ces gens-là peuvent pousser les gens au suicide, et socialement, il leur arrive rien. Et ça, c'est terrible. Terrible. Oui. Ça peut même être valorisé dans notre société. Absolument. On le voit bien en politique, hein. Les plus agressifs sont ceux qu'on entend le plus. C'est pourtant pas les plus intéressants. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les symptômes de la victime, vous avez des symptômes de stress post-traumatique. On l'entend, Florence, dans votre voix. C'est criant, on l'entend. Or, les symptômes de stress post-traumatique sont les symptômes que subissent les gens qui ont vécu la guerre. Des gens qui ont vécu des tremblements de terre, des choses comme ça. Eh bien, quelqu'un qui a rencontré quelqu'un de pervers narcissique et qui s'est retrouvé confronté à lui et présentera ensuite ce type de symptômes. Oui, c'est en définitive parce qu'on ne peut tellement pas cerner ce genre de personnes. Ouais. Et puis je me méfie tellement de ces étiquettes qu'on colle. Pervers narcissique, on l'entend tellement partout que ça c'est vrai. Et quand on a affaire à une vraie personne pervers narcissique, on ne pouvait plus le dénoncer. Bien sûr. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous pouviez faire ? Vous pouviez rien faire. La seule chose que vous pouviez faire, c'était quitter votre place. Et j'étais dans une position de faiblesse absolue. Et sans mon compagnon, je ne sais pas. Donc c'est lui qui a pris conscience que vous étiez en train de perdre pied ? C'est-à-dire que j'étais pendant très longtemps seule. Et j'étais seule en fait à faire face à cette perversion. Pour la première fois, mon compagnon était le week-end à la maison et j'ai mis en haut-parleur des appels, j'ai contextualisé les appels, je lui ai apporté des preuves, parce qu'on devient parano avec ces gens-là. Ils nous font perdre toute notre tête. Bien sûr. Donc il a vu... que j'étais maltraitée vraiment de manière éhontée.
et ce sur le long terme. Mais quand vous êtes dans une position sociale fragile, hein, je fais partie de ces millions de femmes qui se retrouvent seules avec un ou plusieurs enfants. Il y a des sociétés, des gens qui en profitent. C'est odieux. Il s'en prenait généralement aux femmes, votre patron? Oui, je pense que c'est un gros problème avec maman qui n'est pas résolu. Je suis pas professionnelle. Oui, enfin ça, c'est toujours très complexe hein, de comprendre qu'est-ce qui fait que telle personne a pris ces mécanismes de défense. Parce que rappelons-le, hein, on va peut-être le repréciser, Jean-Charles Bouchou, on parle bien de mécanisme de défense du pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Non, c'est un grand malade. Mais en même temps, c'est parce qu'il fait souffrir et qu'il détruit les autres qu'il arrive à tenir debout. Ouais. Donc, mais c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. Alors. Je me permets de reprendre la parole. Ce qui était assez parlant, spécifique, c'est quand il arrivait lui dans l'entreprise avec un mal-être qui était, enfin, tout le monde le ressentait. Divide and conquer, bon. Voilà, il mettait ses petites manettes en place, il mettait les gens mal, et puis très rapidement, on avait une atmosphère délétère. Et à ce moment-là, il ressortait de son bureau et puis il sifflotait, il allait bien, lui. C'est exactement ça. Allait bien. Nous allions tous mal et lui allait bien. Oui. Le mécanisme principal de la perversion narcissique, c'est l'identification projective, c'est-à-dire je te reproche ce que j'ai tellement peur d'être. Une fois que j'ai projeté dans toi mon mal-être, je vais bien. Et toi, tu vas mal. Mais quand on réfléchit bien, quand on voit par exemple certains dictateurs qui se sont conduits de manière tellement horrible, c'est des êtres qui n'allaient pas bien. Je veux dire, Staline, pour prendre l'exemple le plus connu dans le monde, c'était quelqu'un qui n'allait pas bien du tout. On le voit aujourd'hui, hein, tous ces gens qu'on entend beaucoup en politique sont des gens qui vont très très mal. À l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça, et toute la violence qu'on voit parfois, qu'on a vue hier, ce sont des gens qui ne vont pas bien. Enfin, je veux dire, quand on va bien, on n'a pas envie de tout détruire. Enfin, donc si on a envie de détruire, que ce soit l'autre ou que ce soit quelque chose, c'est qu'on a de la violence en soi, qu'on a besoin de sortir. Bien sûr. Alors, encore une fois, ça n'excuse rien. Hein. Ça, c'est important, parce que nous disions hors antenne que malheureusement, souvent, la psychothérapie, c'est une intellectualisation. Malgré tout, comprendre ces mécanismes-là, si vous comprenez, que le pervers vous admire, déjà vous vous sentez moins dévalorisé, même si il vous dit le contraire. Si vous comprenez l'identification projective, c'est-à-dire quand il vous dit tu es nul, ça veut dire j'ai tellement peur d'être nul, à partir de là, on est moins impacté. C'est-à-dire si quelqu'un me dit tu es nul, je dirais je comprends. Vous voyez, je ne suis plus impacté, et l'autre en plus, il va s'apercevoir que ça tombe complètement à plat. Oui, et puis quand on dit je comprends, il va même se sentir inconsciemment visé. Oui, on va pas l'attaquer. On lui renvoie. En fait, on fait comme le miroir, on lui renvoie son mal-être. Oui, exactement. Puisque ça ne nous pénètre pas, donc ça lui revient. Il y a un proverbe chinois qui dit si tu as un ennemi, assieds-toi au bord de la rivière. Et tu verras son cadavre passer. C'est-à-dire que ces gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, ils sont pleins d'un venin qu'ils projettent en vous et ils vous rendent malade. Mais si vous ne le prenez pas, si vous y arrivez, c'est très difficile, hein. Si vous ne le prenez pas, c'est eux qui vont s'empoisonner, malheureusement pour eux. C'est eux qui vont s'empoisonner. Tant pis pour eux, hein. Excusez-moi, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup Florence, parce que votre témoignage est très touchant. On entend encore que vous n'allez pas très bien, et je suis sûre que vous êtes en train de tout faire pour aller mieux, et c'est ce qu'on vous souhaite. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h. Inspiration. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Nous parlons des pervers narcissiques à l'occasion de ce livre qui vient de sortir en poche aux éditions Erol. Justement, les pervers narcissiques. On peut pas faire plus simple. Hein. Mais c'est normal, vous étiez un des premiers, donc vous avez pu garder ce titre tel qu'il est. C'est moi qui ai lancé un petit peu le mot dans le grand public, parce qu'il avait déjà été employé par un psychanalyste, Paul-Claude Racamier, dans un livre, Le génie des origines. Mais c'était un mot qui n'était pas connu à l'époque. Non, et puis Racamier, tout le monde ne lit pas Racamier. Hein. Non, c'est quand même un Le génie des origines, c'était un livre c'est un livre formidable, mais c'est vrai que c'est un livre difficile. Ouais. Enfin, pour le grand public. Voilà. Pas pour nous. Oh, bon enfant. Enfin, voyons. Gérard, bonjour.
Attention, parce que là, on aurait presque eu un dialogue de pervers narcissique. Attention, hein, Jean-Charles Bouchou. Parce qu'on se croit supérieur, là. Oui, mais ça, c'est pas pervers. Non, c'était de l'humour. Pervers, c'est vouloir faire du mal, hein. Oui. Se la péter un peu, comme on dit dans mon village. Mais pourquoi pas, ça fait du bien, écoutez. Ouais, c'était de l'humour, de toute façon. Bon, hein. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Gérard. Merci d'être avec nous, Gérard. On vous écoute, allez-y. Voilà, je voulais juste témoigner pour dire que le pervers narcissique, les hommes peuvent en être aussi victimes. Hein. Bien sûr. Moi, mon cas personnel, ça faisait 33 ans que j'étais en couple, sur lequel j'ai vécu toute ma vie quasiment, des agressions permanentes, des dévalorisations, des violences psychologiques. Et en fin d'année dernière, j'étais arrivé proche du suicide. J'avais envisagé, j'avais scénarisé même à mon suicide. J'étais pris en charge par un médecin légiste, heureusement par une association qui m'a ouvert les yeux sur ma situation et qui m'a pris en charge. Et en fait, j'ai eu 21 jours d'ITT accordés, malgré tout, par rapport à toutes les violences que j'avais subies. Effectivement, aujourd'hui, je suis encore dans la souffrance, puisque, en fait, j'ai toujours le symptôme post-traumatique qui est présent, et j'ai vraiment des difficultés à m'en sortir, à sortir la tête de l'eau, suite à ces années de violences psychologiques. Donc vous êtes séparés aujourd'hui? Je suis séparé, mais c'est pas fini complètement, puisque la justice est très longue. Et puis la justice avec votre partenaire si elle est pervers narcissique, elle a toujours un coup d'avance sur vous. Oui, mais Gérard a été reconnu. Si vous avez eu une ITT, c'est qu'on a reconnu qu'on vous avait fait souffrir. Oui, tout à fait. J'ai eu 21 jours d'ITT, donc ce qui est relativement important. C'est rare. Malgré tout, depuis décembre dernier, la justice, j'ai plus de nouvelles du tout et rien ne se passe, quoi. Donc c'est hyper compliqué pour moi aussi parce que j'ai toujours le sentiment de pas être reconnu comme victime, quoi. J'ai toujours l'impression, je me pose toujours beaucoup de questions quant à ma situation. Est-ce que je suis coupable ou victime? Et ça, c'est difficile pour moi encore. J'ai encore beaucoup de... Alors, coupable en aucun cas. Vous n'êtes pas coupable. C'est elle qui vous a détruit. Oui, mais on comprend quand même les propos de Gérard, parce que si je vous dis tous les jours, à cause de toi, c'est de ta faute, à cause de toi, eh bien, beaucoup de victimes finissent, via même des personnes qui m'appellent en me disant, je crois que je suis pervers narcissique. Et ils vous racontent des scènes où ils ont été mis en accusation pendant des années. Non, vous n'êtes coupable de rien. Et si vous êtes coupable de quelque chose, c'est pas grave. Ça nous arrive à tous de nous tromper. On va s'excuser, puis c'est terminé, quoi. On passe pas une vie à être coupable. Effectivement, mais derrière, c'est toujours le pervers narcissique va toujours prendre des choses pour les prendre en miroir, en fait. Bien sûr. Vous rejetez toujours l'affaire sur vous, et au bout d'un moment, vous doutez beaucoup de vous. Vous avez du mal bien sûr. Voilà. Et moi, tant que j'avais mon travail, en fait, dans mon travail, j'arrivais à m'épanouir. J'ai réussi à avoir une activité professionnelle qui me permettait de m'échapper de mon quotidien. Et je me suis retrouvé à la retraite face à mon épouse qui était perverse narcissique en bloc. Et j'avais que ça pour m'en sortir. Et là, j'étais arrivé au bout du bout où je ne pouvais plus trouver d'issue autre que mettre fin à mes jours, quoi. Donc là, c'est hyper compliqué. Et voilà, effectivement. Et je pense que pour un homme aussi, aller le faire reconnaître comme quoi vous avez été victime d'une perverse narcissique, c'est aussi très compliqué dans notre société aujourd'hui. Pour aller surtout aujourd'hui, puisqu'on a tendance à considérer que c'est tous les hommes qui sont des salauds et que les femmes sont toutes des pauvres victimes. Alors c'est difficile. Et puis je crois surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Charles Bouchou, mais je trouve que parfois, du côté féminin, elles sont encore plus, c'est encore plus complexe parce que c'est un peu plus invisible. Oui. D'ailleurs, 10 ans après avoir écrit Les pervers narcissiques, j'ai écrit un livre qui s'est intitulé Les violences invisibles, parce que je voulais revenir sur le sujet et j'avais peur de ne pas avoir été bien compris. Effectivement, la perversion narcissique, c'est quelque chose d'invisible. Souvent, l'entourage va dire, on ne comprend pas qu'est-ce que tu as contre l'autre, qui est tellement gentil par ailleurs, tellement séduisant et séducteur par ailleurs.
Donc, ce que je pourrais dire, c'est que le pervers narcissique, c'est pas un homme, le pervers narcissique, c'est pas une femme. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie, qui a peur de décompenser et qui, pour ne pas devenir fou, va tenter de rendre l'autre fou à sa place. Et c'est ça que nous décrit Gérard. C'est, je me demande si je suis pas coupable, je me demande si c'est pas de ma faute, j'ai peur de m'effondrer. C'est ça, hein? Et tout à fait, et effectivement. Et comment se reconstruire après après avoir vécu tant d'années comme ça? Moi aujourd'hui, je suis vraiment en grande difficulté pour retrouver la confiance en moi quelque part. Quoi. Vous vous faites aider. Voilà. Vous êtes... Oui, effectivement, ouais. Alors j'ai commencé des séances de psychologie classique, et là je vais essayer d'entamer de l'EMDR peut-être pour m'aider un peu plus. Hein. Voilà, l'EMDR marche très bien sur les traumas. Oui, je vais essayer là, avec l'association qui m'a pris en charge, m'a proposé cette orientation. Bien. Donc je vais la tenter, parce que effectivement, pour moi, j'ai vraiment besoin de trouver du soutien pour me sortir de la situation. Ouais. Parce que, j'ai fait un pas, mais... La respiration Rebirth marche très bien sur les traumas. Oui, d'accord. Ouais. Vous êtes dans quelle région ? Je suis dans le Lot. Parce que là, il va y avoir un atelier dans 2 mois dans la région de Montpellier. En Rebirth, si ça vous intéresse, prenez contact, je vous donnerai les coordonnées. Oui, je veux bien, parce que Montpellier, j'y habité quelque temps, donc je peux y retourner facilement. Ouais. Ce sera du 14 au 17 novembre, c'est bien ça. Oui. C'est vous qui allez organiser cet atelier. Je l'organise avec un ami, oui, qui a plus d'ancienneté que moi. Ouais. Et là, on travaille sur ses propres traumas. D'accord. Écoutez, ça peut m'intéresser. Ça va vous libérer. Oui, je pense. Écoutez, un grand merci pour ce conseil. Mais Gérard, ça va être long parce que c'est toujours long de se reconstruire, c'est normal. Mais vous avez compris, vous êtes aidé visiblement par une bonne association, vous avez déjà un petit peu avancé. Donc, de temps en temps, quand vous avez l'impression que ça ne bouge pas, regardez derrière vous, d'où vous venez et là où vous êtes. Vous verrez tout de suite que déjà, ça va mieux. Effectivement, parce que je comprends que par moment, vous soyez désespéré parce que vous êtes, vous avez été très abîmé, mais ne désespérez pas. On parlait tout à l'heure dans le Love Conseil de vivre l'instant présent. Oui. De temps en temps, quand on a l'impression que le passé est encore très très présent, il faut regarder le chemin qu'on a déjà fait. Oui, surtout dans le Lot, vous avez des espaces magnifiques là-bas pour vous promener. Tout à fait, oui. Se rapprocher de la nature, embrasser un arbre. Il y a des gens qui trouvent ça complètement idiot. Non, mais embrasser un arbre, on prend son énergie, bien sûr. Oui, on échange nos énergies, bien sûr. Tout à fait. Sentir la terre. Aller aux champignons. Oui, j'aime marcher, moi j'aime découvrir. Je suis dans une belle région, effectivement, ça m'aide beaucoup, mais après, effectivement, moi j'ai vraiment besoin de revivre, d'essayer de retrouver de la confiance en moi, comme je vous l'ai dit souvent. On a perdu la confiance en soi quand on a vécu ces moments-là difficiles. Oui, mais vous savez, Gérard, je ne sais pas si vous écoutiez depuis le début, j'ai fait cette comparaison avec les vampires. Vous avez été pris de votre énergie positive, de votre confiance en vous, etc. Elle vous a sucé jusqu'à la moelle. Donc tout ça, il faut le régénérer maintenant. Effectivement, oui. Et ça demande beaucoup d'énergie, malgré tout. Pour moi, je mets toute mon énergie dans ma reconstruction. Ouais. Mais au bout d'un moment, on se dit, moi, ça avance pas au rythme qu'on souhaiterait. Mais ça, c'est le temps qu'il faut. On aimerait bien, parce que moi, j'ai vraiment remarqué, quand on a psychologiquement compris quelque chose, on comprend pas pourquoi le corps il traîne, il va à la traîne. Mais le corps, c'est de la matière, c'est plus lent. Comprendre, c'est bien, ça nous donne des points de repère, ça nous rassure. Mais c'est vrai qu'il faut contacter. C'est pour ça que je vous ai renvoyé vers la nature. En plus, vous habitez un si bel endroit. Contacter ses émotions aussi et ses traumas antérieurs. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça ? Il y a une raison. Vous allez la trouver. Et quand vous vous serez libéré, vous aurez traversé la forêt dont nous parlions tout à l'heure, la forêt sombre, qui est à traverser. Voilà. Bon courage, Gérard, et merci de votre témoignage, parce que oui, les femmes aussi peuvent être perverses narcissiques.
On va continuer dans cette deuxième heure. On a eu 3 témoignages différents, hein, donc on voit bien que... C'est bien, oui, le panel, il est complet. Hein. Absolument, et on n'hésitez pas, vous aussi, à venir nous rejoindre, parce que c'est vos témoignages aussi qui permettent de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent les mécanismes des pervers narcissiques. La petite devinette de jour, si le zèbre était la réincarnation d'un homme, quelle aurait été la vie de cet homme auparavant? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse, ne me regardez pas comme ça, vous ne la lirez pas dans mes yeux. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute. Nous parlons aujourd'hui des pervers narcissiques. Votre livre ressort en poche, Les pervers narcissiques, c'est aux éditions Erol. Et je précise également que vous ferez 2 conférences sur les pervers narcissiques. La première, c'est le 3 octobre à Marcillargues, dans l'Hérault, à côté de Lunel. Voilà, merci. Et l'autre, le 18 octobre à Périgueux, ça, ça va. Alors, justement, tiens, donnez-moi la réponse à ma devinette. Si le zèbre était la réincarnation d'un homme, quelle aurait été la vie de cet homme? Il serait fait rayer des... il serait bagnard, hein, tout simplement. Voilà. Oui, tout simplement. Pas loin. Oui, vous étiez pas loin. Il aurait un costume rayé, absolument. Laurent, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Laurent. Et donc vous aussi, vous avez vécu avec une femme pervers narcissique. Donc on voit bien qu'elles existent, hein, ces fameuses femmes... Narcissique et manipulatrice. Ouais. Très manipulatrice. Voilà. Ouais. Je pense que le pire, c'est manipulatrice. Narcissique, c'est déjà pas mal, mais manipulatrice, c'est encore pire. Parce que, je crois surtout entendre, excusez-moi Laurent, hein, je vous ai coupé, mais je crois surtout entendre qu'elle devait être assez intelligente. Oui, dans son domaine, elle était experte. Ouais. Parce que... En fait, on vous donne quelque chose, on vous le reprend, et puis après on vous en redonne un petit peu, et puis on vous en reprend. Voilà, c'est toujours des choses. Comment dire, on vous donne une récompense pour vous attacher, et puis après on vous retire la récompense. Est-ce que, excusez-moi, je pose une question parce que c'est ce que j'entends parfois avec les femmes. Souvent, elles ont au départ une sexualité tout à fait formidable qui convient très très bien, et puis après c'est ceinture. Est-ce que ça a été le cas pour vous? La ceinture, c'est qu'elle me quittait. Elle me quittait et elle revenait vers moi au bout d'un certain temps. Mais à chaque fois qu'elle revenait vers moi, c'était donc pour les autres, c'était moi qui étais revenu. C'était jamais elle qui revenait. C'était toujours forcément, moi. Oui. Voilà. Oui. Et moi, je me faisais avoir comme un imbécile. Il y avait ça et oui, puis aussi, au moment, c'était on va faire ça. Et puis il y avait quelque chose qui empêchait qui faisait faire ceinture, voilà. Mais ce qu'on entend de nouveau, un nouveau mécanisme, c'est que les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques sont dans la toute-puissance. Ça, c'est important. Et c'est la faiblesse de la victime, souvent, parce qu'on est quitté, on est vexé, on se dit peut-être, est-ce qu'il ou elle reviendra un jour? Et bien sûr qu'il revient. Il revient vérifier que vous êtes toujours à sa botte. Donc forcément, il reviendra. Et ça a quelque chose d'effrayant, mais en même temps, ça a quelque chose de rassurant. En fait, c'est nous qui devons quitter ces personnes-là et nous devons partir loin et bien cadenasser notre porte et ne pas les laisser rentrer. Oui, mais on se fait avoir. Oui, la chair est faible. Hein. C'est ça, mais le truc, c'est que c'est eux qui reviennent, mais en fait, donc nous font dire que c'est nous qui sommes revenus. Bien sûr, c'est vous qui l'avez supplié. Ils viennent nous rechercher. Ouais, ils reviennent par pitié ou c'est parce que vous les avez suppliés, mais c'est pas vrai. Ils viennent vérifier leur toute-puissance. Oui. Ça, c'est une des choses. Et puis après, la manipulation, j'ai perdu pas mal d'argent aussi parce que, voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va partir en voyage. Donc, mets l'argent sur le compte et puis, je vais m'occuper de tout. Et puis, l'argent est sur le compte, j'ai plus d'argent. Il n'y a plus de voyage non plus. Non, et le problème, c'est que
c'est que ces gens-là ne sont pas reconnus par la justice comme étant des manipulateurs, parce que c'est de la manipulation mentale, rien d'autre, et on ne peut rien faire. Voilà, c'est génial. Mais vous pouvez démontrer qu'on vous a pris de l'argent. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est moi qui ai fait le virement. Donc, vous étiez donc consentant. Oui, eh oui. Voilà. Et c'est comme un viol, hein. C'est comme un viol. On vous prend quelque chose qui vous appartient sans... Avec un motif qui n'est pas ensuite respecté. Oui, voilà, donc, c'est ça. Et donc, c'est qu'on nous fait croire quelque chose, et puis, et le truc, c'est que, on m'a dit de faire une lettre au procureur, c'est ce que je vais faire, mais le problème, c'est que le pervers manipulateur ou narcissique n'est pas reconnu comme étant, quelqu'un de coupable, on va dire, un coupable potentiel. Dans il y a des gens qui se suicident à cause de pervers. Oui, mais c'est là où je reviens sur le livre de Jean-Charles Bouchoux, Les violences invisibles, c'est-à-dire que votre traumatisme et votre blessure, au fond, elle est psychique, donc elle n'est pas visible. Oui. Elle vous aurait poignardé, il n'y aurait pas de problème, vous pourriez porter plainte. Et on peut comprendre la justice aussi, hein. Il faut arrêter de leur tirer dessus. Bien sûr. La justice, elle a besoin de faits. De preuves. C'est-à-dire, vous venez, vous dites, on m'a pris de l'argent, prouvez-le, je le prouve, alors il y a un jugement. Mais effectivement, si vous venez en disant, j'ai affaire à une perverse, elle m'a manipulé, le juge, il n'entend rien, et je le comprends. Je serais juge, je pense que, même en connaissant le sujet, je vois pas par quel bout on peut attraper le problème. On a besoin de faits en droit. C'est un abus de confiance, pratiquement un abus de faiblesse, Bien parce que on est tellement manipulé que ça en devient un abus de faiblesse. En droit, il faut le démontrer. C'est pas reconnu comme tel. Non, mais c'est en même temps... Si, c'est reconnu. C'est reconnu, mais il faut que vous ayez des preuves, voyez. Ouais. Si vous avez par exemple des preuves qu'elle vous a insulté, qu'elle vous a dénigré parce que vous avez enregistré, enfin, il faut... Ou des amis qui peuvent témoigner. Souvent, on a besoin de témoignages, voyez, mais là, si c'est votre parole contre la sienne, pourquoi on va vous croire, vous? Oui, et puis il y a ces enfants mais je ne veux pas mêler ces enfants à ça. Bien sûr. Ces enfants sont avec moi, mais je ne veux pas les mêler à ça. Voilà. Ce serait terrible. Ouais. Mais alors, je vous pose la question que je posais à Céline en début d'émission. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans ces griffes, Laurent? Je la connais depuis tout. Enfin, je pensais la connaître depuis toujours. Voilà. Mais ce que veut dire Brigitte Lahaye, je crois, Laurent, ce que veut dire Brigitte Lahaye, je crois, c'est est-ce que ça fait écho avec votre histoire avant de la connaître? Est-ce qu'il y a une répétition avant d'aller vers elle, en tout cas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle est revenue me voir. Bon, j'avais toujours un contact avec elle, mais je savais pas qui elle était. En fait, voilà. Et elle est revenue me voir en me disant qu'elle avait un cancer. Et moi, trop gentil, j'ai dit écoute, je plaque tout, je reviens avec toi. Enfin, je te rejoins. On va vivre ce qu'il nous reste à vivre ensemble. Et puis elle a eu ce cancer, mais moi j'ai eu l'enfer. Voilà. Elle avait vraiment un cancer. Ah oui. Oui, d'accord. Donc vous avez joué vous avez fait le rôle du sauveur. Exactement. Oui, voilà. Mais dès que les traitements étaient finis, elle avait plus besoin de moi. Déjà une première fois, et après donc elle est revenue me voir en me disant que c'était moi qui étais revenu, de dire à tout le monde que c'était moi qui étais revenu, mais c'était pas vrai du tout, quoi. Mais bon, je l'ai fait, je suis allé dans son sens pour... Mais Laurent, on vous écoute et on vous croit, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que vous parlez beaucoup trop d'elle. Revenez à vous et essayez de voir comment vous pouvez... Vous êtes le sujet de votre propre histoire. Voyez. Ah, mais je me suis totalement détaché maintenant. Je veux dire, je veux plus en entendre parler. Oui, mais voyez, vous me reparlez d'elle, même pour me dire que vous ne voulez plus en entendre parler. J'en parle pour en témoigner. J'entends bien. Mais malgré tout, je pense que c'est important que vous reveniez à vous et oubliez-la le plus possible. Ah oui, non, ça, de toute façon, c'est plus qu'une croix, quoi. Je fais un tas de bois dessus. C'est bien. Merci en tout cas, merci de ce témoignage, parce que là encore c'est un témoignage différent et on voit bien à quel point c'est à chaque fois un traumatisme. On fait une petite pause, on se retrouve avec notre nouvelle rubrique, c'est maintenant.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En ce moment, chez But, le crédit est gratuit. Et même sur les prix coûtants. Eh ben. Exemple pour Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons parler d'autre chose que des pervers narcissiques durant ce moment de C'est maintenant, Jean-Charles Bouchoux, puisque c'est le moment où quelqu'un peut enfin nous dire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais dit, et peut-être nous parler de cette phrase qui reste dans sa mémoire parce qu'elle aura été tellement marquante. Et je crois que c'est un peu ce que vous allez faire, Marianne. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marianne. Alors pardon, mais je pense que j'ai mal compris la consigne au départ parce que moi c'est en lien vraiment avec les pervers narcissiques, une phrase qui revenait en permanence. Donc je vais vous la livrer telle que. Oui, mais c'est justement ce que je disais, c'est une phrase qui revient en permanence voilà. dont vous n'arrivez pas à vous détacher, oui. Ah complètement, quel que soit. Les rares fois où je peux le lire dans un texte ou les rares fois où je peux l'entendre parce que aujourd'hui c'est exceptionnel, mais tout de suite ça me réactive ce que j'ai vécu. En fait, il me disait tout le temps et tout de suite il m'avait dit pauvre fille, t'es une pauvre fille. C'est terrible. Oui. Et c'était quelque chose. La première fois que je l'ai entendu, je me rappelle avoir eu ce moment un peu interdit où à me dire alors là pour le coup t'es une pauvre fille. J'ai pris ça comme une claque, vous voyez. Ouais. Et ça a été très fréquent, très très récurrent. Ce qui justifiait beaucoup aussi de ses comportements. Par exemple, quand il me boudait, on avait de la fâcherie parce que forcément il y avait beaucoup de disputes. C'est aussi notre lot dans ce domaine-là. Et je ne pouvais pas revenir vers lui parce que de toute façon, il me repoussait. C'était lui qui... Donc, quand il me repoussait, il me disait « Mais non, mais t'es qu'une pauvre fille ». Et puis, quand il revenait vers moi, il me disait de toute façon, heureusement que je reviens vers toi, parce qu'autrement, tu reviens jamais. Oui, vous aviez tout faux, quoi. Voilà, je le dis en souriant parce que j'en suis partie de loin maintenant. Enfin, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai bien évolué. Mais vous voyez, c'est quand même quelque chose dont je me souviens très nettement et que je ne pourrais pas oublier, qui peut presque marquer dans mes chairs. Oui, on entend comme si vous avez été tatoué sur votre peau. Ouais. Ah oui. Est-ce que ça fait écho avec votre histoire, cette pauvre fille? Vous voulez dire mon enfance? Par exemple? Alors, pour le coup, on ne m'avait jamais dit des choses comme ça, mais j'ai jamais été valorisée. J'étais plutôt comme celle qui était mise de côté, j'ai pas eu un cadre aimant. Ouais. Ni d'un part ni de l'autre. Pas valorisé sans valeur. Sans valeur, c'est pauvre, hein? Oui, mais alors lui, pour le coup, il appuyait tellement avec cette phrase-là mais et par ses actes. Excusez-moi, mais là, je crois, je vais me permettre justement de votre témoignage pour mettre en lumière ce que Jean-Charles peut expliquer à tous ceux qui nous écoutent. En fait, quand on rencontre quelqu'un, et donc quelqu'un qui est pervers narcissique et qui va donc nous répéter cette fameuse phrase, moi je veux pas vous la dire parce que j'ai pas envie de vous la faire entendre. C'est pour nous aider. Finalement, au fond, je veux dire, si vous l'avez choisi et pour qu'il vous dise cette phrase, c'est pour vous aider à vous rendre compte que c'est pas vrai. Vous voyez, c'est pour dépasser ce traumatisme de l'enfance, en quelque sorte. Jean-Charles, j'explique bien ce que oui. votre... Et puis ce prénom, je ne sais pas si c'est votre prénom, si c'est un prénom que vous avez choisi pour l'antenne. Non, c'est mon vrai prénom. Parce que la Marianne, elle est au dos des pièces de monnaie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc elle nous rend riches en tout cas. Quand on a beaucoup de Marianne dans son porte-monnaie, on est riche. Mais je suis fière de moi aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai traversé de mon enfance à ma vie maritale a été un enfer encore plus parce qu'il y avait mes enfants. Et ça a été... J'étais au milieu de tout ça, ça a été terrible. Quand j'étais enfant, c'était difficile parce que on peut rien faire quand on est enfant. On devient adulte très vite d'ailleurs. C'est compliqué. Mais quand on est adulte avec nos enfants, c'est une autre forme de violence. C'est d'autres. Et puis on est obligé de cacher parce que on peut pas montrer. On montre le moins possible à nos enfants, mais même à notre entourage, ce qu'on subit.
Vous aviez honte, en quelque sorte Ah bah bien sûr. Oui. Ah oui. Parce que la violence, en fait, je n'étais jamais devant qui que ce soit. Donc j'aurais jamais pu dire, mais vous savez pas comment il est. Parce que devant les gens, il était vraiment, mais l'homme idéal. L'homme idéal. Quand je l'ai quitté, mais on m'a dit, mais comment t'as pu quitter un homme aussi bien? Je suis sûre qu'on me l'a dit. Mais j'ai fait son jeu, en fait, en dissimulant à l'époque, quand je les vivais, les choses. J'ai fait son jeu. Mais il y avait, vous dites justement que j'avais de la honte. Alors au début, on espère que les choses vont s'arranger. C'est aussi pour ça qu'on dit rien. Oui, puis on a la nostalgie aussi des très bons moments idylliques du début, qui n'ont pas duré longtemps, mais qui ont quand même marqué. Ça avait commencé par de la séduction. C'est vrai. Oui, c'était assez classique. Alors, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais vraiment, quand je dis pas longtemps, c'était extrêmement court. Et c'était déjà parsemé de signes dont j'étais consciente, mais habituée quelque part. Hein, Exactement. Habituée par votre enfance. Oui. Et puis à l'époque, alors j'ai 60 ans, et à l'époque, il y avait l'histoire des Catherinettes, et quand à 25 ans on n'était pas mariés, ça m'a un peu obligée à réviser mes attentes. Et je me suis dit, lui, il accepte Il veut bien de moi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il veut bien de moi. Mais bon, en même temps, bravo, vous avez fait beaucoup de chemin, semble-t-il, depuis... Oh là, oui. Oui, d'autant que le mariage, les années maritales ont été extrêmement difficiles. Mais j'ai envie de dire que mes années de divorce l'ont été encore plus. Là, je crois que vous étiez vraiment avec un pervers narcissique, parce que quitter un pervers narcissique, c'est une épreuve extrêmement difficile. Ils manipulent la justice, mais je ne sais même pas comment ils font. Moi, je n'ai pas le ressort qu'ils ont eux, les moyens qu'ils ont eux. Et quand vous savez, moi je ne savais pas, mais un juge a quand même pu non seulement annuler pour la 3e fois ma demande en divorce. Donc, ça faisait 3 fois j'étais en appel pour obtenir mon divorce, on me l'a refusé, mais non seulement on me l'a refusé, mais on m'a annulé la procédure au bout de 4 ans et demi. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ah non, mais ça, de toute façon, ils ont toujours, comme je le dis, ils ont toujours un coup d'avance. Ils ont ça à faire. Oui. Ils mettent toute leur énergie là-dedans. Et comme vous êtes une bonne personne et quelqu'un d'honnête, vous ne prévoyez pas le coup d'avance. Vous n'imaginez même pas qu'il puisse... Oui, j'imagine bien. C'est vraiment un enfer. Le mot, alors je ne sais pas si l'enfer existe, mais en tout cas, moi, ça a été mon parcours. C'était dur avant, c'était très très dur avant. Mais le divorce a été encore plus violent. Bon, là vous êtes libérée ? Oui, depuis 4 ans. Vous avez reconnu votre valeur ? Ah oui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu beaucoup de chance de croiser des thérapeutes extraordinaires. J'ai fait de la danse qui m'a beaucoup aidée corporellement. Ça c'est bien, oui, on le dit pas assez souvent, mais revenir dans son corps. C'est important de revenir dans son corps, parce qu'on retrouve son énergie là, à ce moment-là. Oui, puis je me suis retrouvée belle, chose que j'ai envie de dire qui m'était jamais arrivée. Voilà, donc je suis bien dans ma peau aujourd'hui à 60 ans. Écoutez, c'est formidable. C'est donc finalement, bien que vous ayez traversé l'enfer, c'est un témoignage qui est vraiment positif. La grande forêt noire a été traversée. Oui. Merci beaucoup Marianne, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le sexo-conseil. Je vais parler des positions durant le coït lorsqu'il y a un problème d'utérus. Vous voulez parler Sud Radio, le sexo-conseil. Alors Jean-Charles Bouchot, je vais parler des positions durant le coït, notamment lorsqu'il y a une descente de l'utérus, par exemple, parce que le pénis du coup va heurter le col, et ce qui peut faire mal par ricochet.
Et donc, la femme aura des douleurs abdominales puisque les organes voisins vont être touchés lors du rapport. Et c'est important de le comprendre parce que les douleurs lors d'un rapport, forcément, ça fait mal et donc ça coupe le désir, ça coupe l'envie, ça coupe et c'est vraiment important donc à ce moment-là de se rendre compte que peut-être en prenant des positions différentes, c'est-à-dire des positions inversées, c'est-à-dire qu'avec le bassin qui va être surélevé, eh bien le rapport sera beaucoup plus agréable et les douleurs ne seront plus là. Donc on peut par exemple même mettre aussi un gros coussin sous les fesses, la levrette, c'est également une bonne position. Et lors du missionnaire, si la femme laisse ses cuisses parallèles sur le ventre, ça favorise l'ouverture de la vulve et là aussi ça facilite. Et bien sûr, toutes les postures sur le côté sont toujours plus faciles. Alors, je rappelle de toute façon que ce soit durant la grossesse, que ce soit avec des kilos en trop, que ce soit parce qu'on a un mal de dos, ou quelles que soient les gènes ou les douleurs, la posture sur le côté, c'est une posture sexuelle qui, en règle générale, va limiter la profondeur de la pénétration, donc va atténuer aussi les coups du coït qui sont trop violents. Et donc, c'est une position qui, en général, peut soulager vraiment les douleurs. Donc, c'est une position à ne jamais négliger quand il y a une douleur dans d'autres positions. Nous avons maintenant Nathalie qui nous a rejoint. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte. Alors désolée, je prends l'émission à l'instant, donc je ne sais pas quel est l'invité que... Jean-Charles Bouchou. Oui, il m'avait semblé vite fait l'entendre. Oui, bonjour Jean-Charles. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous les deux. Alors je n'ai pas du tout écouté du coup les précédents. C'est pas grave, on n'est pas... Ça aurait pu me remettre peut-être des choses en mémoire aussi, parce qu'on a tendance à enfouir certains détails. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, c'était il y a 5 ans, par le biais de Facebook, tout bêtement. Pourquoi pas, hein. Voilà. Oui, pourquoi pas. Et après, il est passé sur Messenger, parce que on a la même date de naissance, avec 17 ans d'écart, mais le même jour et le même mois, donc il a pris contact en privé par rapport à ça. D'accord. Et ça a été sa manière de vous harponner, hein, le fait que vous ayez le même jour de date de naissance. Forcément, quelque part... j'ai été très sensible à ça parce que je me suis dit quelqu'un qui a le même signe que moi, ça risque de matcher. Voilà. Je me dis dans ma tête, il y a de fortes chances que ça matche. Donc j'étais un petit peu confiante comme ça. Et puis 17 ans de plus, il avait sur la photo de son profil ce côté très charismatique. Un monsieur, voilà, comme ça, très avec de l'élégance, c'est quelque chose qui me touchait. Et puis on a commencé à échanger très simplement de plein de choses, mais pendant plusieurs semaines. Et déjà, avant même de le voir, il avait réussi à me captiver par sa façon d'écrire. Donc il était très brillant aussi, hein. Il fait du théâtre, alors je sais pas s'il en fait toujours aujourd'hui, peut-être pas, mais il a fait du théâtre. Oui, mais enfin, vous parlez de quelqu'un qui est séduisant, qui écrit bien, tout ça. Qui parle bien, qui sait très bien tourner les phrases, voilà. Donc tout ça, forcément, j'étais sensible à ça. Et puis il y a eu la première rencontre où, de suite, il a voulu tout savoir sur moi. Il m'a dit, je vais vous scanner. Alors, il me voyait, il y avait ce côté, c'était aussi cette manière-là d'aborder les choses d'un angle un peu différent. Alors, ça, c'est intéressant ce que dit Nathalie, parce qu'en effet, ils ont souvent une créativité dans leur manière de dresser leur toile, hein, si je puis dire. Ils font pas comme tout le monde, quoi. Pas forcément, en fait. Et d'ailleurs, il se revendique quelqu'un de pas ordinaire, hein. Surtout pas ordinaire. C'est comme ça qu'il parle de lui, hein. Et donc... ça, ils vont pas parler d'eux en disant du mal, hein.
Et il ne voulait pas d'une vie ordinaire. Alors forcément, moi je sortais de 20 ans d'un couple complètement éteint, sans aucune complicité, sans plus aucune émotion voilà, qui réveille tout, voilà. Et lui, il a réveillé tellement d'émotions chez moi que forcément ça m'a... Voilà, je suis partie un peu... j'ai foncé tête baissée et je me suis dit, pourquoi pas, allons découvrir un peu qu'est-ce qui peut se cacher. Et d'ailleurs, pourquoi pas, hein, c'est... Voilà, oui. Donc malgré les 17 ans d'écart, ça m'a pas effrayée. Et voilà, au premier rendez-vous, il m'a scanné, il a voulu savoir tout de ma vie. Donc moi, assez crédule et un petit peu naïve, bon, j'ai parlé très spontanément, mais de tout, depuis l'enfance, parce qu'il a voulu savoir vraiment beaucoup de choses. Donc forcément, il a de suite décelé mes failles. Voilà, sur ma dépendance affective, sur les mauvais rapports avec ma mère depuis l'enfance, donc tout ça, je pense qu'il l'a vite cerné et pour mieux s'en servir évidemment plus tard. La relation, heureusement, n'a pas duré très longtemps, hein, ça a été un an, mais un an de terrible pour moi. Et donc il a commencé à créer cette idéalisation d'un couple parfait, que je lui apportais tout ce dont il avait besoin, ce dont il avait manqué, qu'aucune femme n'était pour lui comme j'étais avec lui, pleine d'attention, pleine de tendresse, et il avait souffert avec les autres, alors forcément, moi, je redoublais d'attention, puisque je me disais, ben, le pauvre, il n'a pas eu de chance, il a eu des femmes qui l'ont pas aimé et qui n'ont pas su l'aimer. Alors là, je suis tombée vraiment dans le piège à pieds joints, mais... Et puis petit à petit, il s'est dévoilé un petit peu, mais c'était pour revoir mes réactions, je pense, avec le recul. Hein. Sur tout ce qui est intimité, il était très... il jouait avec moi, parce qu'il me parlait de sa vie tumultueuse au niveau sexuel, et il essayait de voir s'il pouvait m'emmener dans ses travers où il avait déjà évolué lui-même. Donc il jouait à me faire peur avec ça. Bon, ça n'a pas marché, heureusement, ça n'a pas pris, mais il arrivait quand même à me faire peur. Et il jouait à souffler le chaud, le froid. Oui. Ah, mais ça, c'était terrible parce qu'il montait des... Mais visiblement, Nathalie, vous avez quand même très vite réalisé qu'il fallait arrêter cette relation, puisque vous êtes resté un an. J'ai réalisé au bout de 3-4 mois. Ouais, à peu près 3 mois. Et au début, je me dis, bon, ça va s'arranger. Je me dis, bon, c'est peut-être moi qui ai fait un faux pas, qui se mettait dans la colère. D'accord. Et quand vous réalisez qu'il faut partir, enfin, vous avez réalisé que ça n'allait pas, vous avez eu envie de partir, vous avez eu envie de le quitter, il y a eu des yo-yo plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis partie. D'autres fois, c'est lui qui a fait de mettre fin à la relation et moi, j'étais terrassée. Bizarrement, alors qu'il me faisait souffrir terriblement, j'étais terrassée parce qu'il arrivait à me culpabiliser, de me dire c'est toi qui m'aimes pas suffisamment. Donc forcément, ça me ramenait à moi-même. D'accord. Et en finale, comment ça s'est terminé ? Alors ça s'est terminé, heureusement il y a eu le confinement qui est arrivé, donc ça m'a aidé, mais il y a eu plusieurs allers-retours, hein, de fois où je pensais que c'était la bonne et en fait je repartais et je me torturais parce que je me dis mais pourquoi je suis revenue, et en fait j'étais en train de perdre pied, je me dis je deviens folle, je m'étais... Et aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que vous diriez, pourquoi vous y retourniez ? Bon, c'est l'emprise qu'il avait sur moi, cette idéalisation, parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à idéaliser la relation de couple, donc je voulais sans cesse revenir à ce début là qui m'avait emporté. C'est ça, c'était la nostalgie des moments merveilleux. Donc la solution pour sortir d'une relation de pervers avec un pervers narcissique, c'est la désidéalisation de soi d'abord. D'abord, la désidéalisation de soi, la désidéalisation de l'autre. Et nous savons, nous, en psychanalyse, que ça passe, dans le travail que nous faisons, par la désidéalisation de nos parents. Très souvent, si on a eu un parent qu'on a idéalisé, et nous avons tous idéalisé nos parents, mais un jour, normalement, à l'adolescence, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes ringard, quoi. On les a désidéalisés. Ça n'a pas toujours marché. Donc, on a un besoin d'idéal. Et c'est terrible parce que ce que l'on doit quitter, c'est un fantasme.
c'est le fantasme de la petite maison dans la prairie, quoi. C'est-à-dire un fantôme, quelque chose qui n'existe pas. Or, tuer un fantôme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Renoncer à un fantasme est plus difficile que de renoncer à la réalité, d'autant plus que dans votre cas, la réalité n'était pas bien agréable à vivre. Ah oui, tout à fait, oui. Et alors à la fin, je ne sais pas si c'était la dernière rupture, non peut-être pas, c'était une des précédentes fois où en fait, bon c'est vrai qu'il parlait, on parlait de la famille et quand est-ce que j'allais le présenter. Et moi c'est vrai qu'avec 17 ans d'écart, j'avais un petit peu quand même une crainte par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, mon père surtout, parce qu'il savait que mon père, je lui en avais parlé et je lui avais dit, mon père est très droit, il a beaucoup de principes, tout ça. Bon, vous savez que et donc la vie de mon père comptait beaucoup. Eh bien, à un moment donné, quand j'avais rompu, il m'appelle et il m'annonce qu'il est chez mes parents. Et là, je tombe de j'étais dans la voiture à l'arrêt, mais je n'entendais pas mes oreilles. Mes parents qui n'étaient même pas au courant de cette relation. Oui, c'est là où on voit le coup d'avance. Et le pire, c'est la phrase qu'il a dit à mon père, parce que mon père, il ne comprenait pas. Il dit, mais qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez, machin? Donc, il lui explique. Mon père, forcément, il tombe de haut aussi. Et il lui dit, mais alors, vous en êtes tous avec ma fille? Non, mais c'est terminé, mais même si c'est terminé, je voulais que vous sachiez que j'ai existé dans la vie de votre fille. Ça, c'est le point haut du narcissisme quand même, que il voulait se mettre en avant, de dire oui, j'ai été caché pendant presque un an, mais je veux que vous sachiez que j'étais là, quoi. En fait, c'était ça. Et il savait que ça allait m'atteindre, donc il a été très malin parce que effectivement, ça m'a atteint. Et ça m'a mis en porte-à-faux par rapport à mes parents, surtout à mon père qui m'a dit mais peut-être tu m'en as pas parlé. Évidemment, il savait que ça me ferait du mal. Donc c'était pour vous blesser. C'était pour me blesser, exactement. Oui, parce qu'il sentait bien déjà que la relation était terminée. Donc c'est ce qui laisse à penser que c'était pas un réel pervers narcissique non plus. C'était quelqu'un de pervers. C'était quelqu'un qui cherchait à faire du mal. Il mettait pas en place précisément les mécanismes de défense que je présente dans les pervers narcissiques. Je crois. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand même beaucoup. Alors là, il y a beaucoup de choses que je... Oui, mais Nathalie, encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'était un gentil garçon et on est bien d'accord qu'il était pervers, manipulateur, toxique, hein, si vous voulez. Mais le vrai pervers narcissique n'aurait pas été se montrer chez votre père en étant celui qui a été quitté, de toute façon. Oui. Ils se mettent jamais dans des situations où ils n'ont pas le beau rôle. Mais ce qui m'a beaucoup aidé du coup pendant le confinement, c'est justement que j'ai écouté beaucoup, j'ai même acheté un livre sur le sujet, et j'ai écouté beaucoup d'émissions de psychologues sur YouTube, on en trouve. Oui, mais vous voyez, là je vais me permettre aussi de dire quelque chose que peut-être Jean-Charles ne peut pas dire. Attention, parce que moi j'ai reçu d'autres personnes qui parlent des pervers narcissiques. Certains sont très très bien aussi, hein. Il n'y a pas que Jean-Charles Bouchot qui en parle bien. Mais il y a quand même des personnes, je ne donnerai pas les noms parce que je suis charitable, mais il y a quand même des personnes qui mettent le nom pervers narcissique sur tous. Ah oui. Et ça, vous voyez, je pense particulièrement à quelqu'un que je ne citerai pas. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous lisez ce genre de livre, vous faites le test, hein, parce qu'en général, il y a des tests dans ce genre de livre. Et puis, si vous faites le test, vous avez au moins, si vous étiez avec un manipulateur pervers, ce qui semble être le cas, vous avez forcément l'impression que vous êtes avec un pervers narcissique, puisqu'il répond à suffisamment de points. Mais dans ce... Même si c'était un livre écrit par un thérapeute. Alors je saurais plus vous dire. Même si c'est un livre écrit par un... Vous savez, n'importe qui peut être thérapeute, hein. Aujourd'hui, on met le mot thérapeute à toutes les sauces. C'est d'ailleurs un des problèmes, je pense, parce que quand on va faire une thérapie avec quelqu'un qui n'est pas vraiment un bon thérapeute, on perd du temps. Oui, mais vous allez être obligé de vous faire confiance. C'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, d'arriver à lire qu'est-ce qui se dit dans votre cœur. Est-ce que je suis en phase avec cette personne ou est-ce que je ne suis pas en phase avec cette personne? Et il peut être hyper diplômé et vous n'êtes pas du tout en phase. Ça, c'est vrai. Ah. Il y a des psychologues cliniciens qui sont très, très diplômés, mais qui sont... psychiatres qui un psychiatre, on n'est pas forcément thérapeute. Hein. Oui. Excusez-moi, mais non, mais...
Non, mais moi, je peux me permettre de tout dire, je suis rien, moi. Oui, vous avez le droit. J'ai le droit. Bon, en tout cas, Nathalie, merci de ce témoignage, parce qu'on voit que vous êtes encore un peu dedans, hein, aussi, parce que vous avez du mal à ne pas sortir de votre récit. Et ça, c'est important, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Quand quelqu'un, comme le fait Nathalie, hein, a besoin de raconter son histoire, et sans pouvoir même s'arrêter de raconter son histoire, c'est qu'elle est encore vraiment dedans, et que là, elle a besoin d'être aidée par quelqu'un qui va lui permettre de l'entendre. Merci beaucoup Nathalie. On fait une petite pause, on se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, notre spécialiste des pervers narcissiques. Je rappelle que le livre sort en poche aux éditions Erol et que vous faites 2 conférences sur les pervers narcissiques. La première, c'est le 3 octobre. À Marcy-Argues, dans l'Hérault, à côté de Lunel. Merci. Et la deuxième, c'est le 18 octobre. À Périgueux. Eh bien voilà, c'est dit. Donc si vous avez envie d'y assister... Je pense que c'est dans le Périgord. N'hésitez pas. Vous retrouvez bien sûr ces infos si vous le désirez. Alors, je crois que nous avons Anne qui a une question très intéressante à vous poser, justement. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Charles, bonjour Brigitte. Alors j'ai une question. Est-ce qu'une sœur peut être pervers narcissique, hein? Oui, bien sûr. Ben oui. Oui. C'est pas ça. C'est que pour que la perversion narcissique puisse se mettre en œuvre, on est obligé d'avoir un lien très difficile à rompre. Donc moi, je vois le lien amoureux, le lien de subordination ou le lien filial. Une sœur, évidemment, rien ne vous empêche de lui fermer la porte et de vous en aller. C'est moins difficile de rompre avec sa sœur que de rompre avec un amoureux, un patron ou un parent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ascendant sur vous, a priori. Alors, si, elle a beaucoup d'ascendant. Elle a de l'emprise. Elle a de l'emprise. Pourquoi? C'est votre grande sœur? C'est ma sœur aînée, oui. Voilà. Elle a été une maman pour vous? Alors, elle n'a pas du tout été une maman, mais je pense qu'elle a essayé de m'isoler. Ouais. De m'isoler parce que elle m'a isolée. Ouais. Et donc là, mes parents sont décédés. Et elle continue à m'isoler. Pourtant, enfin, ma maman est décédée et mon papa est en EHPAD, donc on a une habilitation familiale à 2. Et elle ne me donne aucune information sur ce qu'elle fait. Et en fait, c'est toute notre vie qu'on a vécue comme ça. Quand je me souviens de nos souvenirs, en fait... moi, je l'admirais et elle me dénigrait tout le temps. Elle me poussait, repoussait. Alors, on va essayer de comprendre votre histoire, Anne. Vous avez combien d'années d'écart? Alors, on a 4 ans d'écart. 4 ans d'écart, d'accord. Donc, quand vous venez au monde, elle a 4 ans, hein, et vous êtes les 2 seuls enfants de la famille? On est les 2 seuls enfants, oui. D'accord. Donc très vite, vous vous êtes senti bien à faire ce que votre grande sœur vous emmenait faire, etc. Vous avez elle a été un petit peu votre modèle, j'imagine, quand vous étiez enfant. Alors, elle a été complètement mon modèle et je l'admirais puisqu'elle montait les escaliers parce qu'elle était en primaire et moi j'étais en maternelle. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc vous avez suivi ce modèle qui pour vous quand vous étiez enfant, mais c'est normal, quand on est enfant on n'est pas apte à raisonner, hein. Donc elle vous a eu sous sa coupe, si je puis dire, pendant de nombreuses années, pendant toute votre enfance. Alors ce n'était pas sous sa coupe, justement, elle essayait tout le temps d'être dans une division, je sais pas comment dire, c'était, mettons, je sais pas, elle parlait à ma place. Enfin, quand je parlais à quelqu'un, hop, elle venait, elle parlait à ma place, ou mettons dans un cercle, elle se mettait devant moi pour pas que j'ai accès au cercle. Enfin, comme si. Elle vous jalousait, quoi, tout simplement. Ben oui, je pense. Oui, vous la mettiez en danger. Donc c'est la grande sœur qui se sent mise en danger par la petite sœur qui vient d'arriver. Elle, avant votre naissance, elle était unique.
Et à partir du moment où vous naissez, on s'intéresse beaucoup plus à vous qu'à elle, ce qui est normal. Quand un petit enfant arrive, on se détourne de l'aîné pendant quelque temps, quoi. Et ça, elle vous l'a jamais pardonné. Donc ça crée, ça peut créer. La question, elle est pourquoi vous êtes toujours en relation? Si elle n'est pas bonne pour vous, il faudrait peut-être prendre du. C'est ma seule famille. Parce que c'est ma seule famille et que je l'admire. Oui, mais alors je vais vous prendre un exemple terrible, hein, Anne. Imaginons que vous êtes dans un appartement, vous vivez seul et votre seule compagnie, c'est un cobra. Est-ce que vous allez le garder? Non. Même si vous l'admirez. Même si vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Même si c'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau, un cobra quand ça se dresse, c'est magnifique. Donc voyez, il y a un moment, vous nous donnez une raison. Enfin, vous nous donnez un argument qui est certes très raisonnable, mais qui ne peut pas tenir la route. Ouais, c'est très intéressant. Je suis très content qu'on en arrive là. C'est que le travail à faire n'est pas sur le pervers narcissique. Moi, je suis très content d'avoir écrit ce livre qui a eu tellement de succès. Les pervers narcissiques, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, etc. Mais le sujet, c'est en aucun cas le pervers narcissique. Je vous dirai à la fin, je m'en fiche un peu du pervers narcissique. Le sujet, c'est vous. On s'en fiche de votre sœur. Exactement. Le sujet, c'est vous. Qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette proximité? Qu'est-ce que vous attendez encore de votre sœur? Pourquoi est-ce que vous vous êtes isolé? Etc., etc. Et le travail à faire est toujours un travail sur soi. C'est jamais un travail sur l'autre. C'est difficile, hein, de ne plus avoir de famille. On est d'accord, hein. Oui, c'est difficile. C'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire. Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. Anne, pourquoi quelle est votre situation? Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Et en fait, ma mère est décédée il y a quelques mois. Et c'est mon phare. Oui, mais c'est un phare qui vous entraîne sur les rochers, hein. Oui. Ouais. Un phare, c'est pas. En fait, quand on est sur un bateau et qu'on voit un phare, on va pas en direction du bateau, hein. du phare, pardon. Parce que le phare, il nous indique les rochers. Si vous allez vers le phare, vous allez vous écraser. Hein. Mais je n'arrive pas. Je n'y arrive pas à me dire. Parce que vous êtes certainement encore sous emprise et que au fond la quitter, hein, la mettre hors de votre vie, de votre vue, de votre c'est douloureux, ça vous fait peur, vous voyez. Sauf que c'est votre survie. Et oui. Parce que vous appelez Anne, hein, et si vous appelez, c'est que la situation ne vous convient pas. Pas du tout. Voilà. Et j'ai beau là. Et elle ne changera pas. C'est trop tard. Non. Elle ne changera pas. Et vous n'avez pas le pouvoir de la changer. Donc la seule chose que vous avez le pouvoir de faire, c'est de vous changer, vous. Oui. Vous êtes célibataire parce que vous aviez envie d'être célibataire? Non, parce que je suis pas aimable. Donc, vous voyez, elle vous a complètement bousillé toute votre vie et vous allez continuer à la laisser vous bousiller? Ben non. Bon. Je vais. Qu'est-ce que vous avez à gagner à part des habitudes qui sont néfastes? Mais vous voyez, on entend bien, Anne, que ce qu'il faut, c'est vous délivrer de ça. Oui, je sais pas, c'est difficile. Mais peut-être j'aurais besoin de sa reconnaissance que je n'aurai jamais. J'ai eu besoin de la reconnaissance de ma mère que je n'ai pas eue, celle de mon père non plus. Donc voilà. Donc vous continuez avec elle une histoire familiale qui est antérieure à elle, hein. Oui. Ouais. Une chose qui est importante, Brigitte Lahaye, c'est de signaler que nous avons aussi des bénéfices à nos symptômes et à ce que nous vivons. Ben oui, ne l'oublions pas. C'est pour ça que c'est tellement difficile de changer. Parce qu'effectivement, on peut dire à quelqu'un, vous n'avez qu'à partir. Déjà, je trouve que c'est un peu gonflé de notre part de dire ça. Si la personne n'arrive pas à partir, c'est qu'elle n'y arrive pas. Mais parce que la peur de la nouveauté, de l'inconnu, elle est réelle. Et puis d'abandonner les bénéfices liés à nos symptômes. Mais c'est tout d'un coup... Parce que l'histoire de Anne, c'est « je fais tout pour être reconnu par l'autre qui me refuse cela ». Donc j'existe en tant que quémandeur, entre guillemets.
Renoncer, c'est se trouver, c'est perdre son identité face à l'autre, mais c'est peut-être arriver à trouver sa propre identité grâce à soi, ce qui est autrement plus intéressant. Et là, il faut traverser la forêt. Il faut traverser la forêt. Elle a une grosse forêt à traverser, Anne. Vous voyez ce que... Oui, mais je suis en Alsace, je vais traverser la forêt. Là, c'est quoi? C'est la forêt noire là-bas, non? Oui, oui. Ouais, c'est ça? Oui. Ah. Oui. Ah, vous êtes bien là-bas. Ah, j'ai vu les cigognes, elles sont parties mais chez vous pour encore une fois, Anne, c'est facile pour nous, hein, on est derrière un micro. Oui. Ce que vous avez à traverser, c'est pas facile, ça va être douloureux. Il faut se faire accompagner. Par moment, vous risquez d'avoir l'impression de tomber, de vous perdre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il vous faut vous faire aider. Oui. C'est important, ce qu'on dit. Vous comprenez, Anne? Mais en revanche, une fois qu'elle aura été traversée, cette forêt... Ah, quelle libération, que d'énergie retrouvée, que de bien-être de l'autre côté, quoi. Un passage difficile, mais qui vaut le coup. Et vous serez libre. Vous aurez laissé ce poids qui vous pourrit la vie, vous l'aurez laissé. Merci. mais vous en êtes capable, parce que vous avez appelé. Mais encore, c'est un peu compliqué. Mais prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. C'est pas tout à l'heure qu'il faut commencer. Prenez votre temps, mais laissez la petite graine qu'on vous a plantée dans la tête, laissez-la grandir tout doucement, arrosez-la pour qu'à un moment donné, il y ait le premier arbre de la forêt. Oui. D'accord ? Bon courage, Anne. Merci de votre appel. Merci Jean-Charles Bouchou. Je crois qu'on a bien traversé une partie de la forêt. On a vu des châtaigniers, des hêtres, des on a vu des grosses marronniers, grosses araignées noires qui voulaient nous manger, mais on s'est pas fait manger. Des serpents. Et des tas d'insectes, des sales bestioles. Ah ouais, c'est le voyage du héros. J'adore cette idée. Le voyage du héros. Et c'est ça notre histoire. Voilà. Et si vous voulez encore mieux comprendre, c'est sorti en poche, ça coûte pas cher. Donc, Les Pervers narcissiques, c'est aux éditions Erol. Ouais. Jean-Charles Bouchou, parce qu'on vous aime bien et que vous êtes à Montpellier, quand vous venez à Paris, on vous garde les 2 jours. Donc, vous revenez demain. Et demain, on abordera un sujet tout aussi intéressant. Pourquoi on retombe toujours sur le même type de partenaire toxique et pourquoi on n'arrive pas à cesser ce phénomène de répétition. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre avis fait la différence.